Non, moi je suis coach. Moi je suis coach. Bonjour à tous, on va se retrouver pour un nouvel épisode, l'épisode 33. On va retrouver dans le basket, ça faisait un peu longtemps. Mais aujourd'hui, j'ai que Jesse Vallet. Bonjour Jesse, Salut Ed. tu vas bien? Ouais, ça va, super. Super, et toi? Bon, la forme, bon, il fait un peu chaud, Ouais. mais ça va, ça va. Comme d'habitude, on va voir son parcours et différents sujets, notamment la formation et la NCA, surtout. Mais tout d'abord, pour ceux qui ne te connaissent pas, est-ce que tu peux te présenter rapidement? Donc, moi, c'est Jesse Vallée, j'ai 34 ans. Je suis actuellement assistant sur l'équipe pro du SLUC Nancy. Voilà, j'ai un parcours classique. J'ai commencé à Nancy, où j'ai passé le premier diplôme BPGEPS. Après, je suis parti au SQBB pour passer le diplôme qui me permettait d'entraîner en championnat de France jeune. Je suis retourné à Nancy pour prendre les U18 du centre de formation. Ensuite, je suis parti 5 ans à Nanterre, où là, à la fin de ma 5e année, j'ai passé le diplôme de coach pro. Et ensuite, là, je suis arrivé à Nancy de nouveau, voilà, pour 3 saisons maintenant. Tout d'abord, tu l'as dit, toi, tu as commencé tôt l'entraînement à Nancy et le métier d'entraîneur, pourquoi? En fait, quand j'étais jeune, j'ai commencé à entraîner à 14 ans, juste pour aider mon club à Reims à l'époque, c'était de manière amateur. Après, j'ai fait des études STAPS et en fait, j'ai fait un master où je suis allé à Nantes et ça m'a pas du tout plu. Ouais, non, j'avais vu plusieurs métiers. J'avais vu durant mes 3 années de licence, j'avais vu un peu prof de PS, etc. Et en fait, je voyais pas le sport comme juste du loisir, se battre pour que quelqu'un mette un jogging, ça me plaisait pas. Et du coup, après, je me suis dit, je vais tenter le coup de coach pour voir si ça me plaisait ce métier. Ça m'a plu. Et puis au final, j'ai suivi ce chemin-là, pas par hasard non plus, mais voilà, ça m'a plu de monter en performance et je me suis rendu compte que c'était ça qui m'attirait dans le basket. Justement, le basket, il arrive quand, toi, dans ta vie? J'avais 10-11 ans. En fait, mes voisins faisaient du basket et fallait que je choisisse un sport. Et Bon, c'est du coup le basket. voilà, exactement. Et justement, du coup, le côté entraîneur de basket, enfin, même si au début, comme tu l'as dit, c'est surtout le sport qui t'intéresse, ça s'est fait, genre, tu t'es pas dit à un moment, j'ai envie de tenter un sport, tiens, il y a le basket, ou tu t'es dit, non, moi, je veux faire le basket. Bah, en fait, mes parents, en fait, si tu veux, mon frère faisait du karaté. Je supportais pas ça. Et en fait, mes parents m'ont dit, OK, tu t'arrêtes le karaté si tu trouves un sport. Et j'ai pris le premier qui arrivait et mes voisins en faisaient. Je pouvais partir avec eux à l'entraînement et voilà, j'ai essayé, ça m'a plu direct et voilà. Et du coup, les diplômes, ça se passe comment, toi, vu que Mm. même si le côté entraîneur, tu l'as commencé tôt, cette passion-là, tu l'as commencé tôt, comme tu l'as dit, mais ça se passait comment vraiment, comment tu t'es formé, quoi? Ouais, en fait, j'ai eu la chance de bosser avec plein de coachs qui partageaient énormément. Voilà, je peux pas tous les citer, mais dès mes 14 ans, il y a 3 coachs à Reims qui m'ont marqué. Il y a eu Franck Ostré qui bosse encore au club. Et il y a eu Thomas Miembel, il y a eu Sylvain Morel. En fait, c'est des gars avec qui j'ai bossé. Pareil à Saint-Quentin, j'ai bossé avec des gars voilà, qui m'ont formé et qui m'ont aidé à avancer. À Nancy, bien évidemment, je suis à ma 5e année au club. Il y a beaucoup de gens qui y sont passés et qui m'ont aidé à avancer. Et du coup, voilà, petit à petit, j'ai passé les formations grâce à ces gens-là. Et du coup, voilà, ça m'a amené, ça m'a amené là. Ils sont trop nombreux pour les citer. Mais dans tous les clubs où je suis allé, il y a toujours eu quelqu'un, et ça, c'est une part de chance aussi, d'avoir eu quelqu'un qui m'accompagnait et qui m'aidait à progresser. Ouais. Justement, Nancy, comment t'arrives au club pour la toute première fois? Parce que t'as Ouais. eu de nombreux passages, mais la toute première fois, Mm. comment t'arrives au club? Et en fait, ils ont un CFA des entraîneurs où on passe le BPGEPS. Et en fait, pour moi, avec le recul, c'est une des meilleures écoles pour les entraîneurs. Voilà,
elle est dirigée par Sébastien Collat, donc c'est lui qui m'a recruté. Après, il y a les coachs du centre de formation, donc il y a Pierre Verdière qui est là-bas depuis, je sais pas, peut-être 15 ans, qui intervient. Il y a tous ces coachs-là, et en fait, donc j'ai été signé entre guillemets là-bas pour passer ses diplômes, et voilà, j'ai fait des tests d'entrée, truc classique pour entrer dans une entreprise en fait, parce que c'est une alternance, et du coup voilà, c'est comme ça que j'ai réussi à y rentrer. Ouais. Et l'apport entre l'équipe première et le club, comment ça se retransmet justement aux futurs entraîneurs qui sont en train de se former? Ceux qui veulent atteindre Ouais, exactement. bah c'est il faut avoir un parcours où ouais, qui nous le permet aussi. Moi, j'ai eu la chance d'être quasiment que dans des clubs pro, enfin même que dans des clubs pro dans toutes mes années de salarié, et après rencontrer les bonnes personnes. Moi, à Nancy, parce que c'est là où j'ai passé le plus de temps, j'ai rencontré les bonnes personnes. Au centre de formation, j'ai bossé avec David Morabito qui est à Blois maintenant. À Nanterre, j'ai bossé avec Mike Bure, Guillaume Ponce et d'autres qui m'ont permis aussi de gravir les échelons, et il faut aussi arriver dans chaque endroit avec l'intention de progresser, mais pas l'intention de juste de dire moi je connais, et d'avoir l'ambition de progresser, et même dans toutes les formations. Dans toutes les formations, j'ai pris de tous mes collègues qui étaient en formation avec moi pour progresser aussi. T'avais déjà des inspirations? De personnes connues? Ouais, ou de manière d'entraîner? Ouais, non, pas spécialement. En fait, moi, j'ai pris de tous ceux avec qui j'ai bossé. Il y en a avec qui j'ai pas accroché sur la méthode, mais ça m'a permis aussi de progresser en me disant, bah, c'est pas ce qui me correspond. Il n'y a pas de bonne ou mauvaise méthode, mais simplement avec mon caractère, c'est pas ce qui me correspondait. Et il y en a avec qui ça a accroché, où je me suis dit, ah oui, c'est vraiment comme ça que je veux être et ça me plaît, etc. Donc c'est un peu comme ça que j'ai fait moi pour me développer. Est-ce que déjà, même si ça commence à remonter maintenant, quand tu te développais à Nancy à ton premier passage, tu t'étais déjà dit, mon objectif, ou un de mes objectifs, c'est de rejoindre le club dans l'équipe première, être dans le staff? Ah non, pas du tout. Non, mon objectif, ça a été parfait. Enfin, j'avais pas spécialement d'objectif en fait. Tout est arrivé petit à petit, parce qu'à Saint-Quentin, l'idée c'était de passer le DE, donc le diplôme qui me permettait d'entraîner en championnat de France jeune, sans forcément me dire je veux faire du centre de formation. C'est arrivé à Saint-Quentin où j'étais assistant sur le centre de formation, où je me suis dit ah ok, oui, ça me plairait. Je suis arrivé à Nancy où là je devais avoir les U15, mais du coup après je suis passé sur les U18 durant l'été. À ce moment-là, je me suis dit, ah oui, ok, là, ça me plaît vraiment. Et en allant à Nanterre, bah, j'étais là, à ce moment-là, je me disais, au fil des années, je me disais, les espoirs, ça peut être pas mal. Et au final, j'ai pas eu le temps de passer sur les espoirs, puisque du coup, j'ai eu la proposition à Nancy, et je me suis dit, bon, ok, je vais voir, parce que c'est un autre monde entre les jeunes et les pros. Et il y en a qui s'appelaient, il y en a qui s'appelaient pas. Et voilà, moi, j'ai la chance que ça me plaise, mais voilà, c'est deux mondes différents. Bah justement, transition toute faite, le passage à 50 ans, que tu rejoins en 2015, comment il se fait? En fait, il y a Thierry Ponce, qui est proche alors c'était un ancien très très proche de Saint-Quentin, et qui était proche du STWIC Nancy aussi. Mais en fait, c'est lui qui a aidé à faire la transition avec la personne qui recrutait à Saint-Quentin à l'époque. Et du coup, ça s'est fait comme ça, un peu bouche à oreille, piston, quand on l'appelle comme on veut, mais ça s'est fait comme ça, ouais. Et du coup, là-bas, toi, c'est le centre de formation que t'aides, où tu travailles? Ah ouais, là-bas, c'était un peu le mélange. Là-bas, j'avais l'école de basket. Alors, on était plusieurs à l'avoir, mais j'intervenais beaucoup sur l'école de basket. Après, j'étais assistant sur les entraînements, sur le centre de formation en général, puisque les jeunes s'entraînaient tous ensemble. Le week-end, j'étais assistant sur les espoirs qui jouent en M3. Et j'avais les U17, du coup, les U18 du centre de formation qui jouent en U17 aussi. Bon, voilà, j'étais un petit peu sur ces rôles-là. Comment t'arrivais à t'adapter entre les différentes catégories? Ça, c'est
connaissance du public. Un jeune de 11 ans, tu l'entraînes pas comme un jeune de 18 ans. Et voilà, c'est assez naturel, enfin, c'est assez simple à s'adapter. Ouais. Toi, on l'a dit, c'est il y a presque 10 ans, même 10 ans déjà que t'arrives à Saint-Quentin. C'est un club totalement différent de Nancy et qui est aujourd'hui hyper bien évolué. Toi, déjà, tu voyais les prémices ou pas du projet de Saint-Quentin? Non, pas du tout. Non, franchement, c'est un club qui s'est réellement très bien développé. Après, ça a changé plusieurs fois de présidence. Les dirigeants ont changé, les sponsors ont changé. Voilà. Après, je sais qu'il y a eu un appui politique important qui a permis au club de se développer. Mais non, à l'époque, c'était pas le club qu'on connaît maintenant, en tout cas. C'était bien, du coup, pour toi de rejoindre un club qui était en début même si, comme tu viens de le dire, c'était pas le début du projet, mais qui était vraiment pas encore établi, où t'avais un peu carte blanche, quoi. Alors après, c'était déjà un club pro. Hein. C'était un club pro. Il y avait même sur le secteur associatif, parce que j'interviens beaucoup sur le secteur associatif, du coup, enfin que ça d'ailleurs. Il y avait une personne qui chapeautait un peu le truc, etc. Enfin, c'était pro. Mais bon là, maintenant, ils sont encore passés à un autre niveau. Mais non, moi, c'était assez facile de fonctionner. Je connaissais mes missions, je connaissais mon truc. Voilà, du jour au lendemain, on pouvait pas m'appeler en me disant, bah tiens, finalement, va prendre le U15, etc. Voilà, je savais ce que j'avais à faire et voilà, j'étais quand même relativement dans un confort sur ces postes-là. Au jour d'aujourd'hui, t'as toujours un regard sur le club? Ah bah forcément, dans tous les clubs où je suis passé, je suis toujours à l'affût de la petite info parce que ça m'intéresse. Il y a toujours des personnes qui sont encore au club et du coup, ouais, c'est intéressant de savoir un petit peu comment le club évolue et ça fait plaisir de voir les clubs évoluer dans le bon sens. Ouais. Sans transition, en 2017, tu vas quitter le club pour rejoindre Nanterre. Pour moi, quand on regarde ton parcours, c'est Non, je rejoins Nancy en 2017. Comment? C'est 2019 Nanterre. Ouais, autant pour moi, autant pour moi. Je disais, quand tu rejoins Nanterre, pour moi, c'est la première grosse étape vraiment de ta carrière. Comment ça se fait que tu rejoins ce club qui est hyper bien établi en Île-de-France et même en France? Ouais. Bah en fait, tous les étés, il y a un tournoi qui se fait, qui s'appelle Montaigu, qui rassemble les meilleures équipes U18. Et du coup, j'ai beaucoup joué contre Michael Bure, qui est à l'époque passé du coup sur le responsable du centre de formation, hein, responsable sportif. Et du coup, on s'est appelé plusieurs fois et il m'a proposé de venir. Enfin, je lui ai dit que j'étais intéressé pour venir à Nanterre parce que je savais qu'il recherchait. Et du coup, on a eu plusieurs coups de téléphone pour expliquer un peu comment on fonctionnait, qui était l'un, qui était l'autre. On jouait souvent l'un contre l'autre en championnat, donc on se connaissait plus ou moins. Et ensuite, ça a matché humainement et sur le plan basket aussi. Donc voilà, c'est comme ça que j'ai rejoint Nanterre avec Mike. Tu l'as ressenti, toi, que c'était vraiment un nouveau step dans ta carrière de jeune entraîneur? Oui, ouais, forcément. C'était un gros club pro où en fait j'étais jamais allé parce que Nancy, j'étais allé une fois, je suis revenu une deuxième fois. Là, c'était vraiment voilà, mon premier poste vraiment, vraiment important. Ouais. Nanterre, c'est un club de la famille Donadieu. Tu le sens comment l'apport que toute cette famille, que Pascal Donadieu il a, que sa famille ont sur le club? Forcément, elle est importante, hein, parce qu'il a fait monter le club du niveau départemental jusqu'au niveau, enfin Euroleague. Ils ont joué l'Euroleague avec, faut pas oublier Jean Donadieu qui a en coulisses du coup fait développer le club sur l'aspect économique. Voilà, qui a fait des pieds et des mains vers toutes les institutions pour réussir à faire grimper le club. Donc forcément, c'est leur club, hein. C'est eux qui l'ont amené à ce niveau-là et qui le maintiennent. Parce que le plus dur, c'est bien évidemment d'y aller, mais de le maintenir année après année. Ouais. Et du coup, tu le sens que Pascal Donadieu est vraiment la personne du club, la figure que tout le monde voit? Ouais. Oh oui, c'est sûr que quand on parle de Nanterre, c'est la première personne à qui on pense. Voilà. Et ce qui est normal. Ce qui est normal. Et voilà. Et même au sein même du club, quand il y a une décision importante
en prendre encore plus maintenant qu'il est plus coach. C'est évident que ce soit la première personne consultée, en fait. Il Donc, t'a apporté voilà. des apports sur le coaching? Tu lui as déjà posé des questions sur ta vision ou pas du tout? Alors moi, je suis très observateur et un peu sur le côté management. Management, voilà, parce que bon, on manage pas des pros comme on manage des jeunes, mais sa manière de parler aux joueurs, voilà, de communiquer avec eux un petit peu, c'est là-dessus où j'ai beaucoup observé Pascal, parce que ça reste le point fort qui a marqué toute sa carrière aussi. Donc voilà, c'est là-dessus où j'ai vraiment avancé en étant en contact de Pascal. Dans ce podcast, j'ai souvent la discussion avec des entraîneurs. Pour moi, il y a deux catégories. Il y a ceux qui passent par la formation pour tester des choses et il y a ceux qui préfèrent directement prendre des pros pour avoir du résultat et avoir directement cette pression-là. Pour moi, vraiment, c'est deux écoles différentes. Toi, passer par la formation, c'était vraiment quelque chose que tu voulais faire? En fait, la formation, c'est toujours ce qui m'a attiré. C'est le premier truc parce que bien évidemment, l'évolution d'un jeune ou l'évolution d'un pro, c'est pas pareil. Et moi, ça m'attirait vraiment le fait de faire, voilà, que les jeunes se développent et de voir le début d'année, fin d'année, c'est pas du tout la même personne en fait. Plus que le basketteur, c'est pas la même personne parce que c'est des jeunes en construction. Et c'est ce qui m'attirait le plus. Voilà, plus que tout. Donc c'est pour ça que j'ai voulu passer absolument par la formation. Après, la période pro, c'était un peu inattendu entre guillemets parce que moi j'ai postulé nulle part et c'est pas par le biais de connaissances j'ai eu cette proposition là, mais sinon je serais encore dans de la formation maintenant. Mais euh, mais voilà, c'est ça qui m'attire le plus dans la formation. Ouais. Et justement, la formation, surtout au Nanterre, comment ça se passait une saison avec toi? Alors déjà c'est un staff. C'est pas en fait c'est pas que moi avec mon équipe. Il y a le préparateur physique Vincent Diagois qui avait une part ultra importante dans le développement des joueurs. Il y avait, bon, je vais dire McBure, alors, j'ai travaillé avec d'autres personnes, mais je vais dire McBure parce que c'est la personne avec qui j'ai bossé le plus sur les espoirs et moi sur les 18. Et à nous trois, en fait, on faisait U18 espoirs ensemble. Et donc voilà, la saison, comment elle se passait, c'était bah, tout ce qu'on peut gérer avec un enfant à la maison, ça plus le basket. C'est-à-dire que il y a l'aspect nutrition, l'aspect mental, l'aspect scolaire, l'aspect hygiène de vie et après le basket. Donc ouais, avec le développement physique, développement technique, etc. Donc c'est très très complet la formation. Et sur l'aspect tactique, toi déjà, tu essayes de mettre des principes en place? Oui, alors après ça dépend quel joueur. Alors sur la formation, ça dépend quel joueur on a en développement. Si on a des grands gabarits, pas des grands gabarits. Quel joueur est potentiel au club? Parce que on peut avoir un style de jeu et si on a un potentiel au club, le style de jeu est de tourner autour de ce potentiel-là. Voilà. On va pas se le cacher. Hein, s'il y a deux joueurs pour qui le club c'est l'objectif qu'ils finissent pro, bien évidemment que le style de jeu va tourner autour de ces deux joueurs-là. Donc voilà, il n'y avait pas d'une année sur l'autre. Il n'y avait pas les mêmes systèmes, les mêmes plans, etc. Tactiquement, techniquement. Justement, sur le potentiel, c'est intéressant que tu en parles. Comment le club met en place une sorte de pyramide pour faire monter ce potentiel-là? Il y a deux types. Il y a les joueurs qui arrivent depuis tout petit, depuis 11. Il y a plusieurs exemples, notamment à Nanterre. Et il y a les joueurs qui débarquent en U18. Et donc là, celui qui est là depuis U11, on le connaît, on sait comment le développer, on lui propose différentes choses. Enfin voilà, petit à petit, de U11 jusqu'à U18, sa pyramide, elle est faite comme ça. Celui qui vient de débarquer, en fait, il atteint un seuil de la pyramide et c'est à lui de gagner sa place pour essayer de gravir cette pyramide. On ne le met pas tout en haut tout de suite parce que derrière, ça fait un peu les phénomènes de starification et ce qui n'est pas forcément bon, notamment pour le développement des jeunes. Et des fois, ça déplaît les parents, mais c'est comme ça. Toi, à Nanterre, faut le dire, tu as eu un potentiel, même un très grand. Tu as eu Victor. Comment ça s'est passé? Tout simplement, comment ça s'est passé?
de l'avoir, Bah, de le voir? alors, avec le joueur, c'était vraiment l'idéal parce que il venait sur le terrain pour progresser. Il venait pas pour dire bon, je joue au basket. Il vient pour progresser. Il avait un objectif, il était clair et il avait les actes avec les mots. Donc ça, c'était parfait. Et on était, je sais pas, peut-être une quarantaine de personnes autour de lui pour euh, pour que dans tous les domaines, ça soit le plus le plus facile possible. Que ça soit le scolaire, voilà, on est une proviseur qui a là très largement aménagé son programme scolaire, qui a permis d'entraîner Victor énormément de fois. Il y a eu plein de coachs qui sont passés avec lui. Alors c'est pas que le centre de formation, mais c'est depuis qu'il était au club, donc en U11. Voilà, et il y a eu les préparateurs physiques, il y a eu plein de choses. Et ouais, c'était une belle expérience de bosser, d'accompagner Victor. Comment tu bossais avec lui, du coup, sur l'aspect et les autres entraîneurs, que ce soit les prépas physiques externes, mais aussi ceux du club, comment vous arrivez à faire une synergie autour de lui? Bah, beaucoup d'objectifs. Voilà, l'objectif c'est qu'il progresse sur tel aspect, et voilà, et du coup on avançait sur ces aspects-là en fait. C'est beaucoup de communication et des objectifs à atteindre, et du coup c'était assez facile parce que si Victor avait ses objectifs en tête, et tant qu'il les avait pas, il les lâchait pas, donc c'était pour nous un petit peu le luxe. Autour de lui, il y avait déjà une hype et il y avait déjà surtout la fameuse vidéo que je dois connaître du training camp avec Rudy, avec Vincent Poirier et aussi avec Maxime Redo. Cette vidéo et cet entraînement-là, t'étais là? Tu peux nous le Non, raconter ou pas? non, j'étais T'étais pas même là? pas là. C'était non, je crois que c'était il s'entraînait avec l'entraîneur brésilien Ouais. voilà, je crois que je sais plus comment il s'appelle. Mais non, j'étais pas là, et en fait ils ont proposé de faire un 2 contre 2 comme ça rapide. Bah, c'est impressionnant quand même d'avoir 4 joueurs de très grand gabarit qui font un contre un comme si c'était des joueurs extérieurs. Donc c'était assez marrant à voir, ouais. Mais c'était à la troisième année, non, deuxième ou troisième année, parce que Maxime et Victor étaient ensemble, voilà, leur dernière année tous les deux. Il y avait déjà une médiatisation et pas une pression, mais déjà une attente autour de Victor. Est-ce que tu la ressentais, toi, autour du club? Oui, bien sûr. Bien sûr, l'attente, elle était présente depuis déjà avant que j'arrive. Et du coup, elle était encore plus présente là. Quand la première année où j'arrive, on fait l'Euroleague Junior à Kaunas. Et en fait, à l'issue de l'Euroleague où bon, Victor, il a éclaté un petit peu tout le truc, là, ça a vraiment augmenté avec des sollicitations journalistiques, bien évidemment, qui a été très bien cadré par d'ailleurs son entourage familial et sportif, hein, et agent. Euh, Enfin, il y a eu vraiment alors j'ai pas de pression parce que voilà, mais il y a eu plus d'attentes sur les objectifs, et donc ouais, ça s'est vraiment accéléré à ce moment-là. Ouais. En résumé, toi, ton évolution à Nanterre, comment tu la juges? Comment bah, elle est très bonne parce que alors bien évidemment j'ai eu la chance de faire beaucoup de choses. Et on a fait un Euroleague Junior. Bah du coup j'ai eu la chance d'accompagner Victor, Maxime Reynaud. Voilà, c'était pas forcément au C'était pas programme, attendu, quoi. c'était pas au programme à l'époque. On a eu aussi, on n'en parle pas beaucoup, mais AJ Mitchell qui joue au hockey ici maintenant. On l'a eu, bon pour le coup on l'a eu que 6 mois parce qu'après il est reparti en Belgique. Mais voilà, c'est au contact de ces jeunes, et j'oublie bien évidemment pas ceux qui n'ont pas fini pro. Voilà, c'était vraiment une belle expérience de vie, et aussi sportivement parce que j'ai travaillé avec beaucoup d'entraîneurs, et voilà, donc c'était sur le plan personnel, c'était vraiment une très belle expérience. Toi, du coup, qui démarre par la formation, en France, on est réputé pour avoir une excellente formation et aussi avec les équipes de France, comment tu juges l'évolution de la formation en France? Bah, pour moi, elle avance dans le bon sens. Parce que s'il y a les États-Unis qui toquent à la porte de plus en plus, encore plus maintenant, c'est pas un hasard. C'est pas un hasard parce que là, on est le deuxième pays
le plus représenté à la dernière draft, avec 6 joueurs draftés. Ça veut dire que notre formation, elle avance bien. Quand je regarde là les jeunes U14, U15 qui sont dans les pôles, mais ils sont de plus en plus forts par rapport aux générations précédentes. Et donc, c'est que tout le monde progresse. Les pôles travaillent de mieux en mieux, les centres de formation de mieux en mieux, et les intégrations sur les entraînements pro qui se font plus régulièrement. Donc, ça avance vraiment dans le bon sens. Ça, j'aime bien parce que justement, tu me fais la transition par la NCAA. Faut forcément qu'on en parle. Toi, déjà, ton avis sur ça, sur l'exode qui est actuellement? Pour moi, elle est pas spécialement mauvaise, à condition de réussir à s'en servir. Euh, elle pose problème pour des joueurs type je sais pas, Ilias Canardine qui joue, qui est performant et bien évidemment Dijon c'est son club formateur qui réduit un peu les coûts sur la masse salariale de l'équipe pro. Ça, je pense que c'est très pénalisant pour les clubs. Par contre, d'autres joueurs qui sont issus du championnat espoir et qui sont à l'entraînement pro mais qui jouent pas, pour moi, c'est pas mauvais. C'est une suite à leur formation. Ils reviendront de toute façon en France, sauf pour ceux qui seront draftés. Et là, oui, c'est une grosse perte pour les clubs. Mais de toute façon, ils reviendront en France. Peut-être pas dans leur club formateur. Ça aussi, c'est la perte. Mais voilà, faut le voir comme une opportunité de poursuivre le développement. Après, à savoir comment ils vont revenir. On n'aura plus la main mise sur leur développement technico-tactique. Est-ce qu'ils vont revenir avec entre guillemets l'habitude de défendre et d'attaquer comme on fait aux États-Unis, ou est-ce que le QI basket qui est en Europe, notamment avec les défenses plus resserrées où il faut voir un peu plus vite les choix, est-ce qu'ils vont réussir à se réadapter ou pas? Voilà, ça c'est la question. On n'a pas de recul là-dessus, bien évidemment, mais voilà. On verra. C'est un peu l'inconnu. On verra comment ils vont revenir. Et du côté des clubs, est-ce que vous, par exemple, à Nancy, vous en parlez? Ouais, on en parle et on essaie de trouver des solutions aussi, des solutions financières, où on se dit, bah voilà, de toute façon, on pourra pas l'empêcher. On pourra pas un jeune qui a une convention de formation en France, il va aux États-Unis, la convention, elle vaut rien aujourd'hui. Peut-être que ça peut être amené à changer dans les prochaines années avec la FIBA et là-bas, mais aujourd'hui, ça vaut rien, entre guillemets, la convention là-bas. Donc, voilà. Après, par contre, il peut y avoir des choses signées entre les familles et les clubs, avec, bah voilà, le joueur, quand il quitte les États-Unis, peut-être qu'il est obligé de revenir dans son club, ou alors la NCAA doit verser un montant de formation aussi. Ça, malheureusement, on n'a pas pu prédire ce phénomène-là, donc tous les clubs de toute façon ont perdu à ce jeu-là. Et pour les futurs, il faut réussir à signer ce type de contrat entre guillemets avec les joueurs pour que le club soit pas lésé à 100%. Moi, personnellement, j'ai pas, pour l'instant, on sait pas, donc pour moi, j'ai pas dit d'avis positif ni d'avis négatif. Mais en Europe, par exemple, il y a eu la rumeur que le Real Madrid et que le FC Barcelone ferment leur académie. Est-ce que pour toi, vraiment, c'est un risque qui peut y avoir? Bah, tout dépend, en fait. C'est surtout des enjeux financiers. Et alors, notamment ce club-là qui met beaucoup, beaucoup d'argent. Mais les clubs investissent énormément d'argent sur les jeunes. Si c'est pour qu'au bout de 4 ans, ils s'en vont et on les revoit plus, bon, quel est l'intérêt de mettre beaucoup d'argent? Voilà, moi, je comprends les institutions qui disent, bah voilà, moi, la formation, à quoi elle me sert maintenant? Si c'est pour que mes 3 potentiels, ils partent aux États-Unis et qu'après, ils reviennent jamais. Ou qu'ils reviennent avec un tarif plus élevé alors que, voilà, on a dépensé beaucoup d'argent. Donc moi, je les comprends. Après, est-ce que réellement ça va se passer? Je sais pas. Je suis pas dans ces clubs. Mais je comprendrais tout à fait que ça arrive dans certains clubs. Ouais. Toi, aujourd'hui, tu as fait un comeback à Nancy. Comment ce comeback il s'est fait? Tout simplement, à Nancy, il y a eu un changement de staff et le coach pro m'a appelé
pour me demander si, enfin, c'était tout simple. Il m'a demandé si ça m'intéressait d'être sur un staff pro avec certaines missions. Et voilà, on s'est appelé plusieurs fois et voilà, ça s'est fait naturellement un petit peu comme ça. Voilà. Sans vraiment pas plus compliqué. Pour le coup, ouais, vraiment pas plus compliqué. Il y a pas, voilà, il y a pas forcément eu de candidature de ma part ou quoi. Et c'était vraiment, on se connaissait un petit peu avec le coach depuis quelques années. Et voilà, il savait que j'avais eu ce diplôme-là qui me permettait d'être assistant. Et voilà, bon, il a dû se renseigner forcément dans son coin sur le terrain concrètement, qu'est-ce que je proposais. Mais voilà, ça s'est fait aussi simplement que ça. Justement, le staff, il s'est modernisé cette année, avec aussi le club qui va miser sur des nouveaux jeunes. Est-ce que justement, tu penses, enfin moi je le pense, mais c'était dans tes... avoir un club qui se modernise avec une nouvelle approche, c'est ce qui t'a permis de rejoindre le club? Sûrement, notamment sur le développement des jeunes. Alors même si du coup, je parle de cette année, les 3 coachs en étaient très attirés sur l'entraînement individuel. À nous, tous les jours, au minimum, même les plus vieux, au minimum 2 entraînements individuels par semaine. Les plus jeunes, ils en ont 4, voire 5, parce que le coach dort pas beaucoup et il les entraîne parfois à 7h du matin. Mais enfin, toutes les semaines, il y en a au moins une à 7h du matin. Mais du coup, voilà, c'est ce qui m'a aussi attiré dans ce projet, c'est qu'on s'entraîne énormément dans le but de développer les joueurs. Donc ça, c'était vraiment cool dans le projet, ouais. Justement, ça se déroule comment, les entraînements individuels à côté des entraînements collectifs? Ouais, mais en fait, c'est tous les matins le créneau, c'est 9h30, 10h30. Et en fait, on est 2 coachs sur le terrain et on a chacun 1 ou 2 joueurs maximum du même poste, bien évidemment. Et voilà, et après, on les développe sur les points qu'ils ont besoin de développer. Et voilà, c'est des tranches de 30 minutes. Et c'est tous les jours, du lundi au vendredi. Voilà. Alors, c'est planifié, bien évidemment, mais ça se passe comme ça. T'avais qui, toi, en charge? On tournait sur tous les joueurs. J'ai eu un peu tous les joueurs et on était 3 à avoir eu un peu tous les joueurs. C'est bien quand même que les joueurs voient plusieurs personnes, pas avoir le même discours tout le temps, pas, voilà. Et des fois, c'est une approche, on prend un angle différent et ça passe et voilà. Donc on se partageait vraiment le travail à 3. Cette saison, vous avez Amini et Zachary Perrin. Comment ça s'est passé la saison globalement pour eux deux? Alors Mohamed Amini, c'était vraiment très positif parce qu'il lui sortait tout juste d'espoir, il avait jamais joué en pro et il nous a énormément apporté, étonnamment pour un jeune qui sort d'espoir, c'est voilà. Et il nous a vraiment beaucoup apporté. L'année prochaine, je pense qu'il peut vraiment vraiment exploser s'il continue sur cette lancée. Et Zach, qui avait déjà de l'expérience en pro, il a réussi à trouver le bon équilibre en deuxième partie de saison. La première, c'était un peu compliqué, hein, quand on passe du poste 5 en Pro B au poste 4 en Pro A. C'est vraiment différent, ça demande différentes choses. Mais au final, il a fait un peu de 5, un peu de 4, ouais, il a fait du 4,5. Et du coup, voilà, c'était positif aussi pour lui, alors plus sur la deuxième partie de saison, mais voilà, les deux, c'était vraiment positif, leur développement. Mohamed Amini, tu l'as dit, qui peut exploser la saison prochaine. Pourquoi et comment tu vois sa saison prochaine? Parce que c'est un gros bosseur. Il a beaucoup évolué sur son tir extérieur. Voilà, cet été, il a réussi à avoir plusieurs workouts avec des équipes NBA, ce qui est pas anodin. Et voilà, il va bosser encore beaucoup cet été et le travail paye toujours. Donc c'est en ça où je me dis que il peut apporter énormément. Et surtout, il a ce truc de vraiment du mec qui a faim. Et ça se ressent sur le terrain. Et là, il va sa deuxième année d'expérience. Il va forcément être meilleur que l'année dernière. Son potentiel, tu le vois jusqu'à où? Je lui souhaite la NBA. Je lui souhaite la NBA. Sinon, je pense qu'il peut potentiellement atteindre l'Euroleague parce qu'il y a des vraies qualités. On enregistre cet épisode-là le 2 juillet. Zachary Perrin, il va plus être là la saison prochaine. Comment tu prends la décision qu'il parte et qu'il aille à Hambourg? Il va à Hambourg, il a une Coupe d'Europe. C'était sa volonté. Après,
Bon, je le prends pas mal, c'est une évolution pour lui. Après, voilà, moi en tant que coach, je le prends pas mal. Lui, il avait la volonté de jouer une Coupe d'Europe. Si on jouait une Coupe d'Europe, il serait sûrement resté à Nancy. On n'a pas de Coupe d'Europe, donc voilà, lui, il a besoin de gagner en exposition pour pouvoir pour la suite de sa carrière. Donc voilà, c'est le chemin qu'il souhaite prendre avec ses agents et c'est ok. Cette saison, au titre collectif, vous avez fait une bonne saison. Honnêtement, comment toi tu la juges sur toute sa durée? Sur toute cette durée, on aurait pu essayer de gratter quelques matchs en plus avec plus de réussite au lancer franc, au rebond, voilà, sur ces aspects-là. Mais voilà, c'est le meilleur classement du club sur les 10 dernières années. Donc elle peut être que bonne. On est au-dessus par rapport à notre masse salariale, on arrive au-dessus. Donc voilà, je crois qu'on a 12e, 13e masse salariale, on arrive 9e. Donc voilà, c'est globalement une bonne saison pour le club. Ce sera quoi, toi, ton objectif principal pour évoluer au sein du club? Cette saison, donc tu reviens à ton club de cœur, là où tout a commencé. Toi, à titre personnel, comment tu sens que tu as évolué? Bah je sens que j'ai évolué déjà sur les connaissances, bien évidemment. Par rapport à ma toute première année à Nancy et même mes années d'avant à Reims. Voilà, j'ai évolué sur les connaissances, sur ma manière aussi, ma pédagogie d'entraîner. Et je dois encore progresser sur ces points-là, donc c'est pas encore voilà parfait. Et voilà, bien évidemment quand on tient une séance pro, c'est pas comme quand on tient une séance U18, donc voilà, moi c'est que ma première année. Donc voilà, j'espère continuer à progresser. Après, on connaît jamais un petit peu le plus haut niveau qu'on peut atteindre, mais voilà, j'espère encore progresser sur ces différents points. C'est quoi les aspects sur lesquels tu sens et sur lesquels tu voudrais bosser plus encore? Ouais, bah sur les réponses tactiques qui arriveraient plus vite, voilà. Après sur les conduites de séance pures, on a réussi à faire passer le message. Comme tous les coachs, hein, quand on fait le jeu à 3, le jeu à 4 et qu'on passe au jeu à 5, c'est essayer de retrouver tous ces aspects-là et réussir à faire passer le message plus facilement. Ouais. Enfin, plus facilement ou réussir à faire passer le message en tout cas. Toi qui as commencé tôt à entraîner, tu dirais quoi au jeune Jesse qui a commencé à vouloir passer ses diplômes à Nancy? Même plus jeune à Reims, juste de continuer en fait, je changerais pas grand chose parce que j'ai toujours pris ce métier-là comme une passion et avec juste l'objectif de progresser et pas forcément me dire dans 3 ans je veux être là, dans 4 ans je veux être là, etc. Mais je pense que c'est ce qui m'a permis aussi de pas paniquer, de rester moi-même. Voilà, peut-être sûrement d'être moins timide parce que je suis de base intimide et je combats ça un petit peu tout le temps. Mais voilà, ce serait le conseil que j'ai. Après, je changerai pas grand-chose parce que jusque-là, je suis content du parcours et voilà. Et je suis pas quelqu'un qui est pressé d'avoir les choses, donc c'est ok. Voilà, c'est ok pour moi et juste sûrement d'être moins timide. La saison, Ça manque pas. la saison prochaine, ce sera quoi les objectifs du club? Ça sera d'abord de se maintenir dans l'élite, hein, toujours, parce que moi, j'ai pas les chiffres exacts en termes de masse salariale, mais on va rester en dessous de la moitié du classement et que c'est une ligue très compétitive où toutes les équipes battent tout le monde. Voilà, et chaque année, ceux qui descendent, ils ont des victoires supplémentaires par rapport aux années d'avant, donc ça se rapproche. Et là, quand je vois le recrutement des équipes, c'est très très haut niveau, donc ça va être d'abord de se maintenir dans l'élite et ensuite d'essayer forcément d'égaler la performance de cette année ou d'aller chercher quelques victoires en plus. Alors quelques victoires en plus, ça veut pas dire des places en plus puisque on sait pas, hein. On sait pas à l'avance, mais voilà, essayer de faire un petit peu mieux chaque année en fait. Toi, dans ta carrière,
T'as des objectifs précis que tu veux atteindre? Non, parce que je veux pas me mettre une forme de pression à me dire mince, j'avais ça comme objectif, j'ai pas réussi. Et puis une fois qu'on atteint ces objectifs, c'est quoi la suite? Voilà, moi c'est pas plutôt en termes d'objectifs, c'est surtout en qu'est-ce que je recherche dans ce métier-là. Et une fois que ce que je recherche ne sera plus d'actualité, à ce moment-là, je voudrais sûrement changer. Mais voilà, aujourd'hui, je veux toujours prendre du plaisir. Ça, c'est mon objectif, prendre du plaisir, garder cette adrénaline un petit peu du résultat. C'est ce qui me plaît, beaucoup. Et voilà, si j'ai ces deux choses-là, c'est parfait. Pour moi, c'est parfait. Et après, bien évidemment que si j'ai une expérience à l'étranger, c'est un plus. Si j'ai ces choses-là, mais j'en fais pas des objectifs. C'est si demain il y a des choses qui ne sont plus satisfaits chez moi sur le monde pro, ça ne me dérange pas de revenir sur les centres de formation. Ah, ça t'a déjà. Bon, ça m'a jamais traversé l'esprit, voilà, mais je sais pas qu'est-ce qui ferait que je reviendrais sur les centres de formation, mais si à un moment donné ça me plaît plus, ça me dérange pas de redescendre. J'ai pas cet ego de me dire ah non, je suis en pro, je reste en pro. Et j'ai pas non plus le truc de me dire je vais absolument être coach. Si ça arrive, tant mieux. Si ça arrive pas, c'est pas la fin du monde. C'est pas ce que je recherche absolument. Ça va être le mot de la fin pour cet épisode. Jesse, je veux te remercier. Bah, merci à toi. Pour ceux qui nous écoutent, on a peut-être un peu speedé parce que monsieur Jesse a une petite fille. Je veux te remercier vraiment pour son temps. Bah, pas de souci, merci. Non, moi je suis coach. Moi je suis coach.